à toutes et à tous. Merci de votre présence à cet atelier sur le financement des réhabilitations. Je vous laisse quelques minutes. Alors, cet atelier, c'est un sujet d'actualité qui est au cœur de vos préoccupations. La réhabilitation du parc social, c'est un enjeu qui est structurant pour le secteur HLM, à la fois sur un plan environnemental, budgétaire, et c'est pour ça que vous êtes là, et économique, mais également social. Nous savons que nous allons faire face à un mur d'investissement et que ça s'inscrit dans un contexte où, d'ailleurs, ça nous a été rappelé ce matin par Valérie Fournier, où à la fois les contraintes budgétaires, les exigences réglementaires et les objectifs de neutralité carbone se conjuguent, se croisent. Alors, au-delà des contraintes techniques et réglementaires, c'est le modèle économique de la réhabilitation qui nous interroge aujourd'hui. Alors, effectivement, la CDC va rester notre partenaire financier privilégié, mais néanmoins, on s'autorise à réfléchir à d'autres formes de financement, parce que l'enjeu est tel et les financements sont énormes. On a besoin, enfin là, on part sur un mur vraiment d'investissement. Donc, pour réfléchir à ces sujets-là, on a invité Monsieur Legland, Monsieur Blénémo de LGD Partenaires et Marie-Pierre Pisquer d'Inly. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Legland. Bonjour à tous, merci à la Fédération de nous inviter, de nous permettre de faire cette présentation. Donc, je me présente rapidement, je suis Patrick Legland, je dirige le cabinet LGD Partenaires. Nous réalisons régulièrement des missions dans le secteur du logement social. Je suis accompagné de Romain Plénémo, qui est l'un de nos consultants très seniors sur le secteur et qui va faire la présentation. Merci beaucoup Patrick. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous faire un exposé assez synthétique, assez macro sur ce vaste et complexe sujet des réhabilitations. En 20 minutes, on va commencer par un petit cadre réglementaire très rapide parce que vous le connaissez mieux que moi. On va se donner quelques chiffres sur de quoi on parle quand on parle de réhabilitation dans le monde des SAHLM sur un temps un peu long. Et on va ensuite faire un petit panorama des outils de financement existants aujourd'hui, même si tout le monde ne va pas tout chercher, pour le faire simple, et quelque chose d'un peu plus, on va dire, voilà, un peu plus créatif. Et après, on aura Marie-Pierre pour nous aider à opérationnaliser tout ça et sortir un peu de la théorie. Donc le cadre réglementaire, en fait le cadre tout court, il est pas compliqué, tout conspire d'un point de vue environnemental, réglementaire, du point de vue également du rôle d'exemplarité du secteur, à faire peser donc sur le monde des bailleurs sociaux des obligations de réhabilitation massive, importante et rapide, que ce soit dans des logiques de garder tous les logements sur le parc, de garder la valeur du parc, d'optimiser les coûts de fonctionnement du parc. Donc, je ne vais pas vous lire la slide parce qu'encore une fois, on a peu de temps et je pense que vous connaissez tout ça mieux que moi, mais en synthèse, on est aujourd'hui à une confluence d'enjeux réglementaires, économiques, environnementaux qui font peser sur le secteur des contraintes d'investissement massives et rapides, dans lequel, bien entendu, vous êtes attendu sur une position qui n'est pas une position de suiveur, qui est plutôt une position d'exemplarité avec tout un tas d'obligations particulières au parc social. Donc, encore une fois, je vais vraiment très très vite parce que c'est très technique et très dense. Alors, hop, voilà. Quand on parle d'investissement brut sur la réhabilitation, nous, on aime bien partir sur un temps un peu long. Donc, quand on se replonge sur l'évolution du trend, de la tendance d'investissement sur le parc existant, à la fois juste sur des logiques de réhabilitation lourde et sur des logiques d'efficacité énergétique, on voit que le trend, il est à la hausse continue depuis 2016 pratiquement, et il représente aujourd'hui quelques 30% des investissements du secteur. Donc je parle la partie en orange et la partie en grise. Donc investissement en travaux sur le parc existant et investissement au titre de l'efficacité énergétique. Donc voilà, si vous devez retenir qu'un chiffre de cette slide, c'est aujourd'hui, ça représente pratiquement un tiers de l'investissement brut du secteur. Donc c'est extrêmement conséquent. Surtout, quand on... Allez, vas-y. Surtout quand on rapporte ça effectivement aux masses d'argent dont on discute, c'est-à-dire à peu près entre 13 et 14 milliards d'investissements par an
à l'échelle des SA HLM uniquement, je le rappelle. Et donc, effectivement, voilà, ce qu'on voit bien, c'est que autant le montant d'investissement, alors il bouge un petit peu, mais globalement, il est toujours entre 13 et 14 milliards par an sur la période. On voit un petit trou d'air en 2020 qu'on peut, je pense, attribuer au Covid et au confinement au pluriel. Mais néanmoins, indépendamment du fait que l'effort d'investissement reste plutôt stable, on voit bien la part croissante, puisque ça représente pratiquement 5 milliards d'euros en 2023, que représentent les réhabilitations au niveau du secteur. Donc voilà, je le redis, encore une fois, il y a beaucoup de chiffres et je m'en excuse, mais 30% de l'effort total d'investissement sur le parc existant, 5 milliards d'euros sur la table sur les 13-14 milliards, donc un peu plus du tiers. Quand on tire un peu le trait, alors évidemment la donnée prospective est toujours un peu plus indicative qu'autre chose. Ce que l'on voit, c'est que ces montants d'investissement, ils sont attendus plutôt en hausse sur les 2-3 prochaines années. Alors, on est en 2025, là on est sur des calendriers de disponibilité de la donnée qui sont un peu différents des calendriers civils, mais toujours effectivement sur quelques 4 milliards jusqu'en 2029. Donc ça, c'est des données DIP qui sont pas sur toutes les SAHLM, mais sur un échantillon représentatif. Et on garde ce 28-30% d'efforts de réhabilitation dans l'enveloppe totale du secteur. Donc encore une fois, je suis désolé, il y a beaucoup de chiffres et évidemment, vous aurez tous les slides pour les revoir, mais on se redonne effectivement ces 14 milliards d'investissements au niveau du secteur, dont 30% à peu près au niveau des réhabilitations, qui représentent à peu près 5 milliards d'euros mis sur la table et qui sont attendus effectivement de continuer sur cette allure-là, même si évidemment ces chiffres, on va dire prospectifs, sont indicatifs toujours. Hop, voilà. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, ces investissements augmentaient, et ils augmentaient notamment dans la part totale de l'investissement. Ce que je voulais également vous montrer, c'était pourquoi ça augmente. Ça augmente pour deux raisons. Ça augmente parce qu'effectivement, on cherche à réhabiliter de plus en plus de logements. Donc, évidemment, et c'est logique, réhabiliter de plus en plus de logements, ça coûte de plus en plus d'argent. Mais aussi parce que le ticket moyen des réhabilitations augmente. Donc, il y a ce double effet qui se coule un peu. À la fois on en fait plus et en plus ce qu'on fait ça coûte plus cher puisqu'effectivement voilà, on le voit bien en 2024 on est à un ticket moyen à 60 000 euros. Alors encore une fois là je suis sur des données macro, méfions-nous des moyennes qui ne sont pas toujours très opérationnelles par rapport à vos réalités à vous, mais ça donne bien une tendance effectivement du fait qu'on en veut de plus en plus et ça coûte de plus en plus cher, 60 000 euros en moyenne et 70 000 euros en moyenne pour un changement de vecteur. Et évidemment, en face, une allure, alors j'ai pas mis les chiffres en détail parce que ça faisait beaucoup de chiffres, mais d'allure de logements qui sortent des classes des passoires énergétiques pour rentrer en A, B et C qui ne fait qu'augmenter avec les années. Et donc, je sors un peu du sujet réhabilitation pour rentrer dans le sujet de financement. Déjà, ce que je voulais regarder avec vous, c'est ce sujet de financement, comment il est traité aujourd'hui et comment il est attendu d'être traité. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est un plan de financement un peu différent du plan des opérations nouvelles. En général, celui que tout le monde a en tête, c'est 15% de fonds propres, 5% de subventions et 80% de dette. En l'occurrence, le plan ici est un peu différent. On est plutôt autour de 65% de dette, 30% de fonds propres et 5% de subventions. Chose intéressante, quand on regarde les projections futures, les subventions ne sont pas attendues en hausse. Elles sont toujours estimées autour de 5, 6, 7%. Mais enfin, il n'y a pas de tendance haussière. Donc, voilà. Et effectivement, oui, j'allais oublier, mais dans l'assiette des prêts, il faut préciser que 24% de ces prêts sont des éco-prêts. Donc voilà, bonifiés pour accompagner cet effort de réhabilitation. Enfin, néanmoins, pas gratuit, bien évidemment. Donc, voilà, c'est là où on passe de la réhabilitation au financement des réhabilitations. Et voilà, on peut se demander pourquoi, effectivement, le secteur choisit de mettre un peu plus de fonds propres que dans le cas, par exemple, des opérations nouvelles. On va le voir juste après. Effectivement, il faut le rappeler, là j'étais sur les modalités d'investissement qui sont très classiques, que vous avez dans n'importe quel ouvrage de finance, c'est-à-dire les subventions, la dette et les fonds propres. Mais arrivent aussi des sources de financement un peu plus innovantes, comme les dégrèvements de TFPB
conditionnés à des performances énergétiques, la vente de C2E, éventuellement la troisième ligne de quittance pour, et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, ceux qui arrivent à revaloriser les loyers à l'issue de travaux de réhabilitation, et la vente d'électricité le cas échéant. Donc effectivement, ça reste quand même des choses incertaines dans la durée. C'est compliqué de dire que ça va durer encore 5, 10, 15 ans. Évidemment, on le souhaite, et évidemment, par rapport aux propos que tenait la présidente, c'est des outils importants du nouveau paradigme dans lequel le secteur rentre. En tout cas, voilà, on voit bien que ça rentre dans les modalités de financement, clairement. Néanmoins, il faut le rappeler, là où avant, sur les chiffres d'avant, on était plutôt en milliards, là, on est en millions. Donc, je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais enfin, par rapport aux masses d'argent qu'on évoquait avant, c'est évidemment plutôt secondaire comme modalité de financement. Effectivement, donc je vous ai parlé des réhabilitations, je vous ai parlé de comment on finance les réhabilitations. J'aimerais revenir peut-être un peu en amont dans la réflexion sur, mais en fait, pourquoi on se pose cette question de financer les réhabilitations peut-être un peu différemment des opérations nouvelles. En fait, alors j'ai fait une vision très schématique qui est construite sur des moyennes, donc qui ne veut rien dire en opérationnel, mais qui montre bien, je pense, le dilemme, on va dire, du secteur. Effectivement, le loyer moyen hors taxe hors charge par an sur un logement, c'est à peu près 5 000 euros. Dans le meilleur des mondes, à l'issue des travaux de réhabilitation énergétique, vous pouvez espérer une revalorisation de loyer de 5%, donc ça fait à peu près 250 euros par an. Et en face de ça, pour réussir à matérialiser ces gains, que ce soit des gains énergétiques ou des revalorisations de loyer, qui encore une fois sont, je le sais, la plupart des temps pas aussi simples que ce que je décris là, et ben il y a 42 000 de reste à financer une fois que vous avez décompté de l'effort de 60 000 que je présentais juste avant, les subventions, les dégrèvements TFPB et autres leviers de financement qui soient, on va dire, je ne vais pas dire gratuits, mais on va dire incitatifs. Quand vous faites ce calcul-là, de diviser 42 000 par 250, ça fait 168 ans de modalités de remboursement de cet investissement. Donc il n'y a vraiment pas de ROI financier immédiat. Évidemment, je le redis, c'est des moyennes parce que une SAHLM n'est pas l'autre, un projet n'est pas l'autre, une réhabilitation n'est pas l'autre, mais ça montre bien effectivement le sujet qui est celui du secteur sur le financement. Évidemment, là j'ai pris un financement en fonds propres, mais bon, si vous mettez de la dette, vous allez juste diminuer aussi l'autofinancement parce qu'il va falloir payer les intérêts. Et évidemment, j'exclus, mais ce qui devrait être pris en compte parce que ça reste quand même, pareil, une des modalités saillantes, de plus en plus saillantes du secteur, qui est l'appréciation de la valeur de revente. Voilà, et qu'il y a une matérialité évidemment dans ce qu'on peut espérer tirer de l'actif, mais pareil, c'est quelque chose qui est un peu théorique tant qu'on n'a pas vendu et qui ne permet pas de participer au financement au sens trésorerie à court terme. Donc cette équation de financement, elle est vraiment pas simple pour le secteur. Et donc face à ça, quels outils on a ? Malheureusement, là-dessus, il n'y a pas de solution miracle. Les outils qu'on a, ils sont toujours les mêmes. C'est les fonds propres, les subventions et la dette. Cette première slide, elle est sur des outils qui existent déjà, mais qui sont plus ou moins, on va dire, exploités en fonction des organismes. Donc l'idée, c'est un peu aussi de vous faire réagir. Il y a évidemment les collectivités, il y a les subventions européennes. Marie-Pierre aura l'occasion de nous en parler de façon plus concrète sur les efforts que ça demande et comment on va chercher ça de façon concrète. Dégrèvement de TFPB, le Fonds social européen. Donc voilà, il y a plein de choses au niveau européen en termes de subventions. Ça change tout le temps. Il y a des programmes européens sur des appels à projets compétitifs. C'est des choses qui souvent sont méconnues mais qui existent. Quand bien même, effectivement, voilà, ça peut être un peu long d'instruire le dossier, ça demande des efforts en interne, et les décaissements sont aussi très longs, d'où ce que je mets en bas à gauche, les pré-relais qui peuvent exister pour financer la latence entre le moment où la subvention est versée et le moment où on a la notification qu'on aura bien le financement par subvention. Vous avez la dette, donc les éco-prêts, on en a parlé un petit peu avant. Vous avez aussi les prêts par le truchement de la Banque européenne d'investissement, qui permet d'avoir des taux intéressants, mais il y a aussi la Banque du Conseil de l'Europe, pareil, qui est très méconnue. Les prêts directs de la BEI, donc certains passent par la BDT, il y a aussi des prêts directs qui peuvent exister. Évidemment, les prêts d'amélioration Banque des territoires, les prêts sociaux classiques, ça je ne vais pas vous les présenter. Il y a l'offre du crédit coopératif, l'offre évidemment Action Logement, prêts travaux amélioration, les contrats de performance énergétique. Donc j'ai vu quelques belles expérimentations, notamment dans l'Est. Donc
Là-dessus, c'est que des outils qui existent aujourd'hui. J'ai mis ici que des choses sur lesquelles il y a eu des exemples concrets, et n'hésitez pas à me contacter par après. Pas forcément massif, hein, mais voilà, toujours j'essaie de rattacher ça à quelque chose qui a été fait quelque part. Et donc l'idée, c'est effectivement que vous vous interrogiez, et Marie-Pierre va nous aider à nous interroger sur concrètement qu'est-ce que ça demande d'aller chercher ces ressources. Et ce sera ma conclusion avant de laisser la parole, sur des choses un peu plus évidemment science-fictionnelles, au sens où voilà, il y a des choses qui aujourd'hui ne sont pas possibles, comme par exemple faire rentrer au niveau des projets des fonds propres privés. On pourrait envisager du capital investissement social, des fondations, de grandes entreprises, des fonds ESG. Il y a également du crowdfunding immobilier, donc ça c'est intéressant parce que ça existe par voie indirecte. On a vu par exemple Fundimo qui a financé 7 projets sociaux qui ont été revendus ensuite à des bailleurs sociaux. Donc l'idée, ce serait de dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des crowdfunding de la même manière qu'il y a beaucoup de crowdfunding sociaux, ça se voit de plus en plus, pour prêter directement aux bailleurs sociaux ou leur apporter des fonds propres ou du compte courant. Donc voilà, ça c'est un peu science-fictionnel. Il y a des choses dont on parle de plus en plus et sur lesquelles la réglementation évolue, c'est le combo mixité sociale et renouvellement urbain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire j'ai une opération que je dois réhabiliter, je vends quelques logements qui deviennent du coup de la mixité sociale et j'utilise le produit pour financer les réhabilitations du reste, Paris Habitat, la Régie immobilière de la Ville de Paris, l'usufruit locatif et social, donc qui marche de 2 manières. La première, c'est moi je suis bailleur et en fait, moi je suis bailleur social et donc j'achète l'usufruit d'un projet dont je vais m'occuper, que je vais donc gérer comme un organisme social, mais je ne suis pas nu propriétaire, donc je ne suis pas solidaire d'une partie de l'effort de réhabilitation. Encore que ça dépend vraiment des conventions que vous avez avec le nu propriétaire. Ou vous avez aussi le schéma inverse, où vous êtes propriétaire, donc nu propriétaire et propriétaire de l'usufruit, et vous cédez de façon temporaire l'usufruit à un acteur privé. Vous gardez la gestion, mais ça vous permet, par la vente de cet usufruit, de générer des produits rapides qui vous permettent de financer les réhabilitations à court terme. Donc, tout ça, évidemment, c'est encore assez anecdotique, mais ça existe. Il y a eu quelques exemples intéressants. On peut imaginer effectivement tout ce qui est continuer la bonification avec les C2E, et là-dessus, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, l'ADEME, les programmes européens, etc. Sur la dette, alors là, je suis dans des choses plus innovantes, mais on pourrait envisager des titres subordonnés à durée indéterminée, c'est-à-dire des titres dont en fait on ne rembourserait jamais le principal et on ne rembourserait que les intérêts, mais à durée indéterminée. Les prêts in fine, donc comme font les foncières, c'est-à-dire avec des maturités de refinancement qui sont adossées souvent sur des horizons de revente. Donc je finance sur 10 ans, je sais que dans 10 ans je revends, ce qui me permet de rembourser mon prêt, sans ça je ne peux pas le rembourser, ou alors je dois le refinancer. Marie-Pierre va nous en parler aussi, je pense, de façon intéressante. On est habitué aux maturités longues, mais on n'a pas toujours besoin pour tout projet de maturité longue. Et donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut interroger. On voit aussi de plus en plus des rachats de prêts, c'est-à-dire des acteurs qui ne sont pas des financeurs en crédit habituels du monde du logement social, mais qui rachètent aux banques que vous connaissez tous, la caisse d'épargne, etc., des produits comme ça, ce qui permet d'accroître la capacité d'exposition des banques en question, puisqu'évidemment, elles sortent ces produits-là de leur bilan. Je pense notamment à Rivage, qui a un fonds d'investissement qui a racheté pas mal de produits. Souvent, c'est des produits garantis par des collectivités ou par des grosses mairies, hein, il faut se le dire. Mais pareil, c'est quelque chose d'intéressant. C'est plutôt indirect comme modalité de financement, puisque là, on rachète des prêts qui sont déjà consentis. Mais ça permet d'accroître l'exposition des prêteurs historiques et de renouveler, on va dire, les enveloppes. Et évidemment, on peut envisager des obligations obligataires sur des thématiques ESG, green, comme les green bonds. Et là-dessus, voilà, je vais pas déflorer la présentation de Marie-Pierre, mais qui est très intéressante sur effectivement qu'est-ce que ces modalités obligataires ESG peuvent permettre en termes de financement concessionnel, mais pas gratuit, il faut le rappeler, ça reste de la dette. Et il y a eu pareil plusieurs occurrences sur des parcs sociaux et des pays européens. Donc voilà, c'était un peu technique, un peu rapide. J'espère que je ne vous ai pas perdu, et en tout cas n'hésitez pas à poser des questions. Et je vous remercie beaucoup. Merci Romain pour cette présentation effectivement riche et qui nous permet de nous questionner aussi sur la façon dont on pourra innover. Marie-Pierre, je vous laisse la parole pour un peu nous présenter des solutions concrètes. Merci beaucoup. Donc déjà, pour vous resituer, parce que je sais que tout le monde ne connaît pas forcément INLI. Voilà, donc
Moi, je travaille chez Inly, le groupe Inly désormais. Donc, en fait, en gros, on est la troisième filiale la plus importante du groupe Action Logement. Le groupe Inly, donc c'est 5 entités. Inly Île-de-France, où je travaille. Et puis, on a 4 entités en région qui sont nos filiales depuis le 31 mars, sur des zones tendues. Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Sud-Ouest. Et le groupe Inly, en fait, est l'acteur de référence du logement intermédiaire d'Action Logement. Donc, pour vous donner un peu des ordres de grandeur, à fin 2024, on a presque 70 000 logements sur tout le groupe qu'on détient en direct. On en gère par ailleurs, via une filiale dédiée, à peu près 10 000 pour compte de tiers. Voilà, on est donc un groupe plutôt d'importance. Île-de-France était déjà une filiale importante, et donc à ce titre-là, on était déjà noté et on avait déjà commencé à explorer d'autres types de financement que ce qui a pu être fait par le passé chez Inly, ou ce qui peut se faire sur le secteur des bailleurs sociaux. Et donc là, depuis peu, on est noté par les 3 agences, Fitch, Moody's, S&P. On avait S&P traditionnellement depuis 2018-19, et puis on a fait rentrer Moody's en 23, et là on a fait rentrer Fitch cette année. Donc pourquoi se focus sur la notation? Parce que voilà, Romain a parlé Green Bond, ce qui peut être un peu un gros mot et peut donner aussi un peu l'impression que du coup ça c'est très restrictif, parce que ça ne s'adresserait soi-disant que aux gros acteurs, aux gros émetteurs, ce qui est faux. En fait, on peut faire des levées de fonds de prêts verts, des prêts ou ce qu'on appelle les placements privés, mais peu importe le nom qu'on leur donne, de n'importe quelle taille, de 5 millions, à partir de 5 millions jusqu'à des 300, 500 millions, 1 milliard. Alors c'est vrai que la notation, c'est pas un must, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que dès qu'on commence à s'adresser à des investisseurs, disons que ça leur déblaye le terrain et c'est plus facile d'avoir une notation pour pouvoir apprécier votre qualité crédit. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, chez Inly, en gros, depuis 2017, avant se financer comme vous, à l'opération, on avait une opération 4 ou 5 prêts, le prêt ALS, le prêt FI, Banque des Territoires, le prêt complémentaire, le PLS, enfin on avait tout ça. Et puis la dette grossissant, et puis on avait aussi des guidelines d'Action Logement qui étaient très axés sur le développement. Il y avait à l'époque 2 personnes au département financement, donc il était matériellement pas possible, déjà administrativement, de mettre en place des financements sur des engagements qui étaient à hauteur de 5 000 logements par an, quand même. Et en plus, à l'époque, c'était pas souhaitable, parce que, alors nous, contrairement à vous, c'est vrai qu'on n'est pas... on n'a pas l'obligation de passer par les prêts réglementés, sauf bien sûr quand on fait un peu de PLS. Mais nous, on est quand même dédié au logement intermédiaire. Et on n'a pas l'obligation de prendre le fameux PLI de la BDT. Et à l'époque, il se trouvait que les taux étaient très très bas, et donc le livret A n'était pas forcément des plus intéressants. Donc nous, on a choisi d'ouvrir en fait tout le champ des possibles sur la dette, et d'essayer de se financer majoritairement, à l'époque, ce qui était intéressant, avec du prêt non hypothécaire, parce qu'on le pouvait, mais vous avez quand même tout un pan de vos financements qui sont pas couverts par la Banque des Territoires et pour lesquels vous n'avez aucune obligation de passer par les prêts réglementés. Donc, je disais pas hypothécaire, si possible corporate, c'est-à-dire au lieu que ce soit un prêt fléché spécifiquement sur une opération, on a essayé de faire en sorte que ce soit des prêts qui sont en fait destinés à financer les besoins généraux de l'entreprise. Donc, on n'a pas on n'a pas de modalité particulière pour tirer les fonds, on n'a pas besoin de justifier de la façon dont on utilise les fonds, ce qui est aussi très pratique. Et puis, de façon plus ponctuelle, on avait des prêts à l'opération. Je pense notamment l'année dernière, on a fait avec la Banque des Territoires un gros prêt en rue pour une grosse opération à Nanterre qui était éligible et qui était un prêt très intéressant. Mais voilà, de manière générale, on essaie de gérer la trésorerie de façon très fongible, parce qu'on ne monte pas de véhicule à l'opération. Et après, petit à petit, on a commencé à mettre en place des prêts verts, parce que c'était une demande des prêteurs privés, des banques, Caisse d'épargne, la Banque Postale, on a les mêmes que vous, hein, puis aussi des investisseurs que ces mêmes banques nous amenaient. Et donc là, on rentre dans une logique un petit peu
plus hybride dans laquelle il n'y a pas d'hypothèque. Okay, on gère la trésorerie de façon très fongible. Pour autant, le prêt est quand même dédié pour le financement d'un portefeuille d'actifs qui va être considéré comme durable. Alors, on y reviendra. Quels sont les critères de ce qui est durable? Bon, bah, aujourd'hui, l'Union européenne a tranché avec la taxonomie. On y reviendra à la fin de la présentation. Elle a décidé ce qui était une opération durable, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. Les deux sont couverts. Donc voilà, on a depuis 2019, on fait que des prêts verts ou corporate de manière générale. Et alors on a commencé à mixer sur du bancaire avec ce qu'on appelle des sustainability linked. On va voir la slide par la suite. Donc ça, c'est encore un autre type de prêt. C'est pas un prêt qui affecte une opération. Ça reste un prêt corporate. Il peut être hypothécaire ou pas. C'est pas une obligation. Mais surtout, ce prêt, il a des conditions qui sont dépendantes, des conditions financières qui dépendent de l'atteinte d'objectifs environnementaux et sociaux qu'on a fixés dans le contrat. Donc chaque année, on fait l'audit. Et selon qu'on a atteint 2 objectifs sur 3, 3 sur 3 ou 1 ou 0 sur 3, on a des conditions financières qui vont varier. Quoi qu'il en soit, quand on met de l'hypothèque sur un prêt, on essaie toujours de faire un portefeuille d'actifs. Parce que comme ça, on arrive tout de suite à faire des enveloppes plus grosses. Parce que nous, on n'est que 4 au département aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des hypothèques pour 200 000, 300 000, 1 million. Du coup, on essaye de faire des gros portefeuilles, de lever des tickets de 50 millions, eu égard au fait aussi qu'on lève 400 à 500 millions par an de dettes. Et sur des portefeuilles. Donc, soit on a un portefeuille, ce qu'on appelle d'actifs anciens. Et donc, en fait, on est sur un prêt corporate. Et qui a simplement la particularité d'être garanti par un portefeuille d'actifs anciens qui sont complètement amortis et libres d'hypothèque. Et donc là, en fait, on n'est même pas dans le financement de l'opération. Ces actifs-là viennent juste accessoirement apporter une garantie au prêteur. Et on n'a pas besoin de justifier l'utilisation des fonds. Et là, le prêt peut être sustainability linked ou pas. Soit on fait sur un portefeuille d'actifs plutôt récent. Et là, on revient un peu à ce que je disais, à nos critères durables, taxonomie, où le prêteur, la banque va avoir besoin alors, non pas de la façon dont on utilise les fonds en tant que tel, on est assez libre dans le tirage des fonds, on n'est pas calé sur l'avancement des opérations, on a même déjà refinancé des actifs récents qui étaient livrés, donc ça, c'est pas un sujet. Par contre, on doit justifier de la qualité environnementale des actifs. Voilà. Voilà, que vous dire d'autre du reste, après, voilà, on a les prêts sur fonds réglementés que vous connaissez tous, hein, PLI, PLS. Le PLI revient pour beaucoup parce que le livret A étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est intéressant. Donc, en fait, on a un petit peu une vision un peu opportuniste. C'était intéressant de faire sur les marchés obligataires. On a levé des fonds sur les marchés obligataires. Aujourd'hui, c'est intéressant de travailler à la Banque des territoires, qu'on n'a pas négligé pour autant toutes ces années. Hein. On a continué à avoir des relations avec eux, de voir comment on pouvait travailler. Mais bon, à partir du moment où ils ne pouvaient pas trop sortir de leur livret A, forcément, le dialogue n'a pas pu aboutir avant que le livret A subisse une baisse substantielle. Voilà, donc ici juste un petit focus sur Sustainability Link, je l'ai expliqué, mais comme ça au moins vous l'aurez, vous aurez les slides et vous pourrez vous y référer. Donc on peut faire ça un peu sur n'importe quel type de prêt. La seule chose, c'est que le Sustainability Linked, donc il a des conditions qui dépendent de l'atteinte d'objectifs. Il n'est pas compatible avec le fait de faire un prêt vert. Soit le prêt il est vert et donc à un moment donné il est affecté à un portefeuille d'actifs ou à un actif qui démontre des performances environnementales, soit le prêt il est sustainability linked et donc là en fait le caractère ESG va être apprécié au niveau de l'entreprise et de l'atteinte par l'entreprise des fameux indicateurs. Donc vous avez ici en rose pour le social et en vert un panel d'indicateurs que nous on utilise. Alors on fait des mix, hein. Dans chaque financement on a 3 indicateurs. Et voilà, c'est le panel de tous les indicateurs qu'on vérifie chaque année et qui définissent donc les conditions financières de nos prêts. Donc ici, voilà, je disais, comme je disais, depuis 2019, on a fait des prêts, soit ils sont sustainability linked, soit ils sont sociaux avec la partie PLS et pas que, soit ils sont verts. Et donc chaque année, c'est 100% en fait de nos financements qui sont
qui aurait un impact en fait, un impact environnemental ou social. On a même aidé en 2021 un de nos partenaires dans Foncière Chronos, dans lequel on est actionnaire minoritaire à 25%, à lever son financement inaugural de 800 millions d'euros. Voilà. Donc pour faire un focus sur les instruments verts, parce que c'est ça en fait qui va vous permettre potentiellement de lever des fonds via de la dette sur de la réhabilitation, mais aussi sur de la construction. Il faut savoir que l'Union européenne a sorti un nouveau format. Donc je pense que vous avez tous entendu parler des fameux Green Framework, cadres de financement vert, qui existent depuis bien longtemps et qui, en fait, sont des cadres complètement qui échappent à toute réglementation. Donc l'Europe a décidé d'y remédier. Et elle a sorti en décembre 2024 ce qu'elle appelle la EUGB Directive. En gros, l'idée, c'était de faire un framework un standard européen. Voilà, tout simplement. Donc, et dont les critères sont ceux de la taxonomie européenne. Donc, comme ça, en fait, l'émetteur n'a pas à se poser la question de savoir quels actifs vont être éligibles ou pas au financement vert. C'est déjà donné par les textes européens. Donc ça, on est en train de mettre en place 2 fact sheets qui s'appellent les fact sheets, qui sont en fait des frameworks aux standards européens, une pour faire de la rénovation et une pour faire de la construction. Et puis, on met à jour par ailleurs notre Green Framework qu'on avait déjà. Donc là, c'est un cadre de financement vert, mais qui en fait ressemble énormément au EUGB. C'est la même chose, on s'est calé sur la taxonomie. Ce qui est juste différent, c'est le cadre juridique, mais le fondement même, les critères d'éligibilité des actifs, ce qu'on va pouvoir financer et le reporting qu'on va en faire derrière, ce sera strictement identique. On avait déjà Framework depuis 2022. Là, on le met à jour, en fait, à l'aune du groupe des INLI, tout simplement parce que le framework que INLI Île-de-France seul avait ne permettait pas de financer potentiellement des opérations de nos filiales en région. Et donc, on est en train d'y remédier. Voilà. Et ici, vous avez un rappel. Donc, on va se concentrer sur la réhabilitation parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais vous avez un rappel un peu des critères de ce qu'est la taxonomie. Donc, pour mémoire, parce que vous y êtes, j'imagine, pas soumis encore. Nous, on y est soumis depuis un moment. En gros, l'Europe a dressé pour tous les secteurs d'activité une liste des critères qui vont définir au sein d'un secteur d'activité donné ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. En ce qui concerne l'immobilier, donc quand on fait de la construction, quand on fait de la réhabilitation, quels sont les critères environnementaux à atteindre pour que les CAPEX, en l'occurrence, puisque c'est ça qu'on cherche à financer, que les CAPEX soient considérés comme verts. Donc on a certains différents objectifs. En fait, l'Union européenne a 6 objectifs. Et l'idée à chaque fois, c'est que quand vous répondez à un objectif, typiquement la rénovation, la réhabilitation, c'est l'objectif d'atténuation du changement climatique, hein, c'est le plus évident pour nous, acteurs de l'immobilier. Ce faisant, il ne faut pas que vous nuisiez aux 5 autres objectifs qui ont été définis par l'Union européenne. Autres objectifs environnementaux que sont, par exemple, donc l'adaptation au changement climatique, la non-pollution de l'eau, voilà, et l'économie, la promotion de l'économie circulaire, pour ne citer que ceci. Mais sachez que sur la réhabilitation, le gros critère, c'est que vous gagnez au moins 30% d'énergie primaire, un diagnostic à l'appui à l'occasion de vos réhabilitations. Donc nous, on a fait. C'est vrai que quand on a traité les étiquettes F et G, ça a été très facile. On ne peut qu'imaginer que par la suite, la tâche va être de plus en plus ardue, surtout si on commence à s'attaquer aux étiquettes D. Mais bon, aussi, il faut voir que la taxonomie n'est peut-être pas gravée dans le marbre et on verra d'ici là comment elle peut évoluer en la matière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des retours d'expérience sur, par exemple, des financements que vous avez essayé d'obtenir, ce que vous avez essayé de mettre en avant, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné? On commence déjà par le caout, comme ça on voit un petit peu. Parce que dans les questions, ouais, okay. Ça te va? Parce que dans le caout, il y a des questions justement un peu sur ça. Ça nous permettra peut-être de rebondir sur les réponses et de voir comment le public se finance. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair.
C'est hyper intéressant de voir une société qui nous ressemble, mais qui ne nous ressemble pas. C'est un petit cousin, quoi. Donc c'était vraiment très enrichissant. On va peut-être échanger, parce que c'est assez passionnant. Voilà, je demandais à Marie-Pierre à quel taux d'endettement ils étaient. Et donc Marie-Pierre me faisait une réponse qui je trouvais assez intéressante, vu qu'on n'a pas les mêmes indicateurs, on ne travaille pas de la même façon. Oui, ben, en termes de taux d'endettement, en fait, nous, on raisonne par bien des côtés comme une foncière privée. Et donc, on raisonne avec un ratio qu'on appelle la loan to value, qui consiste à rapporter l'encours de la dette nette à la valeur de marché des actifs. Et donc, nous, on fait valoriser, et l'INLI Région le faisait déjà avant qu'on soit un groupe, hein. On fait valoriser le patrimoine chaque année. Et ça, en fait, ça nous a permis, on le fait depuis 2018, ça nous a permis aussi de lever de la dette dans des proportions dans lesquelles on n'aurait pas pu le faire avant, parce qu'au moment où on a fait valoriser le patrimoine, c'est là que les banques, les prêteurs se sont aperçus qu'en fait, on avait finalement un très faible taux d'endettement par rapport à la valeur totale du patrimoine. Et donc, parce qu'aujourd'hui, on est à 30% sur tout le groupe INLI. Île-de-France tout seul est à 27%, donc il y a un petit peu plus de levier d'endettement chez les régions. Mais au moment où on l'avait fait, on était à, je ne sais plus, 19 ou 20%, puis après, on a fait du dev, ce qui est très très faible. Par exemple, sur une foncière privée, avant la crise, il y a des foncières qui montaient à 50% de loan to value. Donc nous, à 19, 20, allez, même 27, 30, on est bas. On est très bas. Et ça nous a permis de lever de la dette dans des proportions dans lesquelles on n'aurait pas pu le faire autrement. Vous voulez ajouter Oui, quelque chose et d'ailleurs, c'est une excellente démarche, parce que c'est vrai que beaucoup d'analyses sont faites sur sur les liasses ou sur les comptes, donc en valeur historique, et donc ne prennent pas du tout en compte cette valeur de marché. Donc c'est une démarche, en effet, qui est très très intéressante pour essayer d'avoir des prêts, tout à fait. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous qui avez beaucoup, et nous aussi, hein, saupoudré de dettes sur un peu tous les actifs finalement, selon la part de fonds propres que vous y avez mis, en fait, on peut avoir une grosse part, on va dire, du patrimoine hypothéqué, on va dire en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on peut avoir une grosse part du patrimoine qui fait l'objet d'hypothèques de sûreté. Pour autant, on peut avoir des hypothèques qui sont vieilles et qui finalement avoir une loan to value très basse. Voilà. Tout dépend, à un moment donné, si on a fait de la dette très granulaire il y a très longtemps, donc on a des capitaux restants dus par actif, ce qu'on appelle la loan to value hypothécaire, qui peut être très faible, auquel cas, ce n'est pas du tout un sujet. On regarde les réponses et comme ça, ensuite, on passe à la question, aux questions-réponses plus traditionnelles. Alors, On a Yacine à la régie qui nous fait ça très bien, avec les régisseurs, bien sûr. Donc la première question, c'était en dehors de la Caisse des dépôts, avez-vous déjà obtenu des prêts pour financer vos opérations de réhabilitation de la part des acteurs suivants? Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu quels sont les acteurs auxquels que vous allez chercher. Donc on a en premier placement privé, contrat de gré à gré. Surprise. Puis en second, les enveloppes d'action logement. Et ensuite, les enveloppes du crédit coopératif. Si les personnes qui ont déjà fait du placement privé pouvaient lever la main, se manifester. S'il y a par exemple un acteur qui a, allez, mettons, moins de 10 000 logements, qui a déjà fait du placement privé, je serais intéressée parce que je trouve ça un bel exemple pour ceux qui pensent qu'ils en sont exclus, alors qu'en fait on peut faire des petits montants aussi avec les placements privés. Ah oui, c'est bon. Oui, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question. Placement privé, moi je pensais que c'était un prêt auprès d'une banque hors Caisse des dépôts, quoi. Je ne sais pas si c'est ça, placement privé. Ah, pardon, non, le Et placement privé, c'est auprès d'un investisseur, par l'entremise d'une banque qui va faire un peu le lien commercial, mais ce n'est pas la banque qui prête. Ok, alors non. Mauvaise réponse.
Non, mais c'est intéressant, ça permet quand même qu'on voit tous ce qu'on comprend derrière ces concepts, derrière ces mots, parce qu'effectivement, nous, on a une façon de travailler qui est vraiment différente de celle des foncières et d'Inly. Du coup, il y a peut-être moins de placements privés que ce qu'on imaginait alors. Ouais. D'accord, ok. J'étais surprise du pourcentage, ok, je comprends mieux. Donc la question suivante, c'est avez-vous déjà obtenu des subventions pour financer vos opérations de réhabilitation de la part des acteurs suivants: collectivités locales, État, fonds européens, fonds social européen et les programmes européens de recherche et d'innovation? Et de façon écrasante, c'est surtout les collectivités locales qui sont plébiscitées. Ensuite, on a l'État, les fonds FEDER. Mais par contre, effectivement, il n'y a aucune réponse. Personne ne sollicite les programmes européens de recherche et d'innovation. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a des tailles un peu minimum. Et les fonds FEDER font transiter, en gros, ces gros programmes européens au niveau régional, dès lors qu'on est sur des tailles un peu plus... c'est un peu comme le guichet BEI, BDT, qui est destiné, dès lors qu'on n'a pas des gros tickets de 100 millions ou plus à faire en direct avec la BEI. Sur les collectivités, je serais curieuse de savoir, donc ils vous garantissent et ils vous financent des réhabilitations? Participe au financement. Oui, je m'en doute. Alors ensuite, la question 3, c'était: vos financeurs exigent-ils un reporting spécifique sur l'utilisation des fonds destinés à des opérations vertes ou à impact environnemental? Oui, non. Je pense que les réponses peuvent être intéressantes pour voir quel type de financeur on sollicite, du coup. Après, nous, les banques type Banque Postale, Caisse d'Épargne, Caisse Cible le sollicitent aussi. D'ailleurs, on a fait l'année dernière un prêt vert avec la Banque Postale, vert au sens taxonomie européenne, et on en refait un cette année. Hein. Ah oui, mais la réponse est surprenante, du coup. Là, on voit que non. Peut-être c'est quelque chose qu'il faudrait leur proposer. Hein. Parce qu'elles ont des enveloppes vertes dédiées, là où elles vont, je pense, là où elles vont être un peu gênées aux entournures sur la partie exposition au secteur, elles ont quand même des enveloppes dédiées au secteur. Alors, entre guillemets, dans le réseau, ils ne sont pas toujours tous très au fait, même sur des banques qui sont dans les centres d'affaires. Moi, j'ai vu des gens voilà, qui ne savaient pas ce qu'était un prêt vert, qui ne savaient pas ce qu'était un sustainability link. Il ne faut pas croire que les banques sont très avancées sur le sujet. Certaines ne le sont pas du tout. Du coup, il ne faut pas, je pense, hésiter à leur demander voilà, si vous avez des opérations vertes à présenter, s'ils n'ont pas une poche dédiée qui pourrait vous aider à financer ces opérations. Et du coup, dernière question. Vos financeurs vous demandent-ils de leur communiquer les éléments suivants qui sont reporting d'impact sur les opérations financées et communication corporate, rapport de durabilité? Moi, je voulais juste revenir sur le sujet des subventions, parce que j'étais surprise de voir qu'il y a personne n'avait jamais sollicité les fonds directement à Bruxelles. Il faut savoir que c'est... alors, il y a moins... On gagne moins souvent, parce que la concurrence est rude. Par contre, quand on gagne gros. Moi, je l'ai fait dans une autre vie, ce qui n'avait rien à voir. À l'époque, je travaillais sur les transports en commun, chez Île-de-France Mobilité, et j'ai mobilisé de mon temps et dessus des équipes pour aller chercher une subvention sur des bus propres. Et je pense que ça vaut la peine, et je vais vous dire, ça vaut peut-être même la peine de se pencher sur la question d'un ETP, parce que même si la personne, elle ramène une sub tous les 3-4 ans, mais si elle ramène 2 millions, mais elle a largement rapporté ce qu'elle avait à rapporter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et là, la réponse, c'est reporting d'impact. Mais vu la réponse précédente, on va peut-être dû rajouter un autre non. Bon, ben, merci d'avoir participé, d'avoir joué à ce petit jeu. On passe aux questions-réponses traditionnelles. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà mis en place des prêts qui, à un moment donné, étaient affectés à des opérations qui présentaient certaines performances environnementales, des prêts verts, de quelque façon que ce soit? Oui, bonjour. Donc nous, on a fait, mais je pense comme la plupart des ESH, des prêts à impact. C'est vrai que l'atout des prêts à impact, hormis le financement des opérations, c'est que ça embarque toutes les équipes,
que ce soit les équipes financières ou les équipes de réhabilitation, les équipes de cohésion sociale si c'est des prêts à impact sociaux. Et c'est vraiment, au-delà du financement, c'est des projets qui sont intéressants parce qu'ils sont transverses aux entreprises. Donc c'est vrai que ces prêts impact sont au-delà du financement très, très intéressants. Après, sur le point que vous abordiez, c'est pourquoi des taux de fonds propres aussi importants sur les opérations de réhabilitation, c'est lié aussi au fait des garanties, puisque aller chercher une garantie, c'est quand même pour les équipes toujours un vrai travail. Les contreparties en garantie sur les réhabilitations sont parfois chères, elles ne sont pas forcément en adéquation avec le montant du prêt. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment cerner les opérations pour lesquelles on veut aller monter des prêts en montant pour que l'effort pour aller chercher la garantie et le coût de la garantie aussi en contrepartie de réservation ne soit pas trop élevé. Donc c'est un des points aussi qui fait que les taux de fonds propres, au-delà du pilotage de la dette, sont plus importants sur les réhabilitations. Bonjour, j'ai l'impression qu'il fait nuit, mais Anaïs Martin d'ICF Habitat. Alors nous, on a déjà touché des enveloppes vertes auprès notamment du Crédit Coopératif, je crois la Banque Postale aussi. Par contre, ils nous ont pas demandé grand-chose en contrepartie. Vous nous demandiez s'ils nous demandaient un reporting. À la base, à la mise en place du prêt, on dit à quel type de travaux c'est destiné. Et puis ensuite, par contre, le prêt vis-à-vis, on ne revient pas dessus. On en a eu notamment pour des renouvellements de composants, donc par exemple des ITE, menuiseries, etc. On estime que c'est vert, puisque évidemment ça aide à l'isolation et à la rénovation énergétique, mais à part le descriptif des travaux à la base, on nous demande rien. Ensuite, en général, pour les réhabilitations, on essaye quand même d'aller à la CDC si on a le droit à un éco-prêt, parce que c'est quand même très avantageux, même si c'est une tannée à mettre en place avec les garants, souvent. Et la caisse d'épargne, je sais, c'est quoi, il y a fut un temps, allez, en 2023, il le faisait encore. Il proposait en fait un prêt, qui pouvait être vert ou pas d'ailleurs, hein, c'était pas une obligation. Et en fait, vous faisiez un prêt avec la caisse d'épargne et derrière, il y avait un investisseur, il cédait la créance tout de suite après. Donc en gros, c'est un placement privé, sauf que il est complètement intermédiaire avec la caisse d'épargne. Et puis, un instant de raison, après la signature, elle cédait la créance. Et c'était convenu avec l'émetteur et puis l'investisseur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on vous a proposé ? Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez contractualisé ou pas ? Vous n'avez pas regardé ? Alors nous, on a contractualisé justement sur ce type de financement avec la Caisse d'épargne Île-de-France. Ça, typiquement, ça peut rentrer dans la catégorie placement privé. Peut-être que juridiquement, c'est un contrat de prêt, mais enfin, derrière, il y a quand même un investisseur, une négociation de gré à gré. Et donc ça, pour moi, ça rentre quand même dans la catégorie placement privé. Nous, on avait été chercher aussi des investisseurs en Allemagne sur des NSV. Donc là, le sujet, c'était pas tant l'accès au crédit, c'était les covenants et les contreparties de garantie. Finalement, quand on fait un placement privé, on peut s'attacher en premier lieu au taux, mais les covenants et les garanties sont des éléments très importants à prendre en compte pour pas qu'ils soient binding après sur les prochaines levées de fonds. Donc ça, c'est vraiment des points d'attention qu'on avait eus. Et d'ailleurs, on n'avait pas poursuivi sur CNSV à cause des contreparties, enfin des covenants qu'il y avait sur ces contrats. Ah oui, j'ai peut-être oublié de préciser, chez Inly, comme une foncière privée, on a l'habitude de gérer ce qu'on appelle les covenants, c'est-à-dire que dans nos contrats de prêt, dans les plus gros contrats de prêt, on a des ratios financiers avec des plafonds ou des seuils selon les ratios qu'on ne doit pas dépasser tout au long de la vie du prêt, sinon c'est un cas de défaut. Et un cas de défaut, ça va actionner ce qu'on appelle des clauses de défaut croisées sur les autres prêts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une banque, pour ne pas être juniorisée par rapport à un autre prêteur, elle veut s'assurer que si on fait défaut sur un prêt, forcément, elle a la capacité, elle, de rappeler, d'exiger ses fonds par anticipation. Sinon, ça veut dire qu'elle devient junior par rapport à la banque sur laquelle on constate le défaut. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on a l'habitude de gérer. Et en fait, on a négocié des niveaux de covenant qui sont très confortables. Et au final, maintenant, tout le monde est au fait, il n'y a pas de négo sur les covenants. Les définitions et les niveaux des ratios sont figés.
parce qu'on ne veut pas commencer à gérer, évidemment, des ratios qui ont des définitions un petit peu différentes selon qu'on est sur tel prêt ou tel prêt. Hein. Et ça, c'est un truc qu'on a établi dès 2018 de façon très claire. On a pris des avocats. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne revient plus jamais, quoi. Les prêts vers la Banque Postale, personne n'en a eu. Bah, demandez-leur, ils en ont. Sur du livret A, plus... alors, si c'est vert, je ne me rappelle plus même, quelque chose plus comme 0,80%, quelque chose comme ça. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, remarques, interrogations, même si je pense qu'en fait, c'est en train de mûrir. C'est tellement un sujet qui est un peu... c'est ça. C'est à la fois proche et à la fois éloigné, comme je le disais, donc c'est en pleine maturation dans nos cerveaux à tous, et c'est pour ça qu'on avait anticipé en demandant à Marie-Pierre si elle avait la gentillesse de vous transmettre ses coordonnées. Donc je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté aux ateliers du matin. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Merci.